Il y a un grand mouvement révolutionnaire dans ces années. Les grandes villes de l'Europe comme Paris, Milan, Rome se révoltent et veulent se libérer de leur servitude. Les habitants de ces villes réclament une société plus juste, où le libéralisme serait mis de l'avant. En France, la Révolution de 1848 mène à la proclamation de la Deuxième République. Cela permet d'abolir le gouvernement qui favorisait plutôt la bourgeoisie. Aussi, le suffrage universel est établi. Mais les lendemains de la Révolution sont difficiles. L'Assemblée législative entre en conflit avec le nouveau président, Louis-Napoléon Bonaparte. Celle-ci souhaite rétablir la monarchie et supprime le suffrage universel. Durant le Second Empire, un régime autoritaire est établi. Et peu à peu, le libéralisme commence à grandir. Une grande période de prospérité économique commence alors. Les travaux de construction embellissent Paris. Les Français vivent la révolution industrielle. Par contre, en 1970, la France déclare la guerre. L'armée française subit de grandes défaites, le régime s'effondre et la Troisième République prend place. La bourgeoisie des villes détient tous les pouvoirs économiques. C'est une classe qui est associée au pouvoir. En effet, elle domine le monde financier et administratif. Elle valorise l'argent, le travail et les valeurs conservatrices. Les ouvriers sont en quelque sorte les victimes de cette époque. Il existe très peu de règles de travail et les patrons abusent souvent de la situation. Les ouvriers travaillent plus de 12 heures par jour en échange de salaires misérables. Ils vivent dans les quartiers industriels, lieux insalubres et pollués. Ils meurent malheureusement souvent de maladies comme la tuberculose, d'empoisonnement ou d'intoxication. Les femmes sont très mal vues durant cette époque et il y a une profonde égalité entre les deux sexes. Les hommes et les femmes sont séparés pour leur éducation, leur travail et certains loisirs. Elles doivent vivre en obéissant sans cesse à leur mari, qui a le devoir de les protéger. Elles ne peuvent en aucun cas se mêler de la politique et elles n'ont pas accès à une éducation supérieure. Bref, leur situation est déplorable. Gustave Flaubert est un romancier français se spécialisant dans les contes et les romans. Il est né en 1821 et est décédé à l'âge de 59 ans. Il est le deuxième enfant d'une famille appartenant à la petite bourgeoisie catholique. Dès son jeune âge, Flaubert prend goût à l'écriture lors de son parcours scolaire au lycée. Après avoir terminé avec difficulté son baccalauréat, il a la chance d'être dispensé du service militaire. Après avoir abandonné ses études en droit, il va partir de Paris, où il étudiait, pour retourner s'installer à Croisset, une ville à quelques kilomètres de sa ville natale. 2 ans plus tard, son père ainsi que sa sœur meurent. Il va d'ailleurs adopter sa nièce Caroline. L'héritage qu'il reçut de son père, maintenant estimé à près de 500 000 francs, lui permit de se consacrer uniquement à l'écriture. Il aura une relation houleuse avec la poétesse Louise Collet, qui se terminera en 1855. Ces dernières années seront assombries par de multiples problèmes monétaires, la perte d'amis proches ainsi que par des problèmes de santé. Il va mourir de manière inattendue suite à une hémorragie cérébrale. De nos jours, ses œuvres, comme le roman de Madame Bovary ou encore L'éducation sentimentale, sont considérées comme des classiques de la littérature réaliste. Plusieurs auteurs de renommée, comme Émile Zola et Edmond de Goncourt, ont d'ailleurs déclaré qu'ils considéraient Flaubert comme leur maître. Flaubert réinvente la littérature en ayant une approche beaucoup plus lucide par rapport à la vie. Les écrivains réalistes veulent être fidèles au réel. En effet, ils écrivent toujours des œuvres lucides et critiques envers une société. Ils s'en tiennent seulement à ce qui est observable. Contrairement au romantisme, jamais ces auteurs ne donneront un point de vue objectif. Il n'y aura pas non plus d'improbabilité quant à la psychologie des personnages, d'interventions surnaturelles ou de surenchères de coïncidences. Bref, leurs romans sont ancrés dans une réalité sociale, politique et économique. Les écrivains réalistes privilégient la rigueur de l'observation. Les écrivains réalistes sont en effet des observateurs impitoyables. Ils observent d'abord et avant tout les comportements humains, donc la nature humaine. Dans les histoires réalistes, l'être humain sera toujours décrit avec précision, tant dans le domaine de sa psychologie que dans la description de son milieu.
Les écrivains réalistes s'intéressent à tous les sujets. Le but des écrivains réalistes est de décrire la société dans son ensemble. Ils souhaitent montrer que des histoires sur des gens de toutes les classes peuvent intéresser les lecteurs. Donc, pour l'écrivain réaliste, tout peut être intéressant. C'est pour cela qu'ils s'intéressent souvent à des personnages qui peuvent sembler banals, sans envergure ou d'origine modeste. Bref, ils ne craignent pas de plonger dans la misère humaine et la médiocrité. Les écrivains réalistes organisent le réel. Pour n'importe quel écrivain, il est impossible de tout raconter. Il faut donc qu'il fasse des choix, qu'il classe et qu'il superpose les informations. Les écrivains réalistes ont un véritable talent pour faire cela. Ils savent choisir des scènes révélatrices qui permettent au lecteur de comprendre la vérité du personnage. Par exemple, Zola, dans Germinal, expose la grande pauvreté des mineurs et ensuite il parle de l'extrême richesse des bourgeois. Le lecteur perçoit donc un violent contraste entre les deux scènes. Les écrivains réalistes présentent des personnages liés à leurs conditions. Les personnages des romans réalistes appartiennent toujours à leur milieu. Leurs histoires sont construites à base d'une série de déterminismes. En d'autres mots, ils appartiennent à une classe sociale, viennent d'un milieu et d'une famille bien précis. Jamais ils ne pourront changer cela ou s'en détacher. C'est pour cette raison que le réalisme peut souvent paraître comme pessimiste. Madame Bovary est un récit réaliste écrit par Flaubert qui met en scène une histoire qui s'est produite en 1857. Ce livre raconte l'histoire de Madame Bovary, une femme malheureuse dans son mariage et qui se console en tombant amoureuse de d'autres hommes. L'histoire se termine assez tragiquement. Madame Bovary se suicide et son mari, découvrant les tromperies de sa femme, se laisse mourir de chagrin. Cette œuvre montre une réalité très choquante et pour mieux la comprendre, nous en analyserons un extrait. Poitrine aussitôt se mit à allaiter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche. Ses yeux, en roulant, pâlissaient comme deux globes de lampe qui s'éteignaient, à la croire déjà morte. Sans l'effrayante accélération de ses côtes, secouées par un souffle furieux, comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher. Félicité s'agenouilla devant le crucifix, et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournisien s'était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l'appartement. Charles était de l'autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son cœur, comme au contre-coup d'une ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait plus fort, l'ecclésiastique précipitait ses oraisons. Elle se mêlait aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois, tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines qui tintaient comme un glas de cloche. Dans cet extrait, on remarque tout de suite que Flaubert décrit avec une grande précision la scène. Il tente le plus possible d'être fidèle au réel. En rouge, on peut observer des comparaisons, procédés très présents dans l'extrait. L'auteur les utilise pour décrire avec une encore plus grande précision les événements. Aussi, on remarque à quel point il arrive à bien décrire les émotions que les personnages ressentent. Il y a une grande rigueur dans son observation de la nature humaine. En effet, les personnages sont décrits avec une grande précision.